Bonjour à tous et bienvenue dans la quotidienne. Alors pour ce jeudi, je vous propose dans notre rubrique C'est bien de chez nous de s'intéresser aujourd'hui à la peau de Niaouli. Donc certains artistes l'utilisent pour leurs œuvres. On en parle avec donc Duke Menango dans notre rubrique C'est bien de chez nous. Ensuite, pour notre rubrique Job et éducation, on s'intéresse aux activités proposées aux enfants, par exemple en centre aéré. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la danse. Et enfin, pour notre rubrique On s'occupe de vous. Aujourd'hui, on parle du sida. Donc, on en parle dans notre rubrique, bien sûr, santé. Mais avant de développer tous ces sujets, je vous propose de retrouver notre invité du jour. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Sophie Rolini, donc chef du projet guichet numérique de la cellule Econum. Alors, est-ce que vous venez justement nous parler de ce fameux guichet numérique. Donc, au gouvernement, on l'a présenté vendredi dernier. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, ce guichet numérique, c'est le portail des administrations calédoniennes et qui répond à une forte attente des administrés calédoniens qui souhaitent aujourd'hui avoir une simplification de l'administration. D'accord. Alors, en sachant que toutes ces administrations ont chacun leur site, donc à quoi vraiment va servir? C'est parti d'un constat, les gens n'arrivent pas forcément à faire leur démarche. Pourquoi vous avez justement créé ce guichet numérique? Alors ce guichet numérique, c'est vrai, comme vous le soulignez, les administrés ont parfois du mal dans leur démarche à trouver le bon contact, le bon service. Et ce portail, en fait, comme son nom l'indique, est un portail donc qui réoriente les administrés vers les bons services et les bons contacts, mais ne se substitue pas au site internet actuel des administrations. Donc en fin de compte, il n'héberge rien, mais il réoriente l'usager. Donc, grâce à un simple clic, les gens pourront justement trouver ce qu'ils cherchent. Alors, justement, si je fais partie de la population, j'aurais aimé savoir qu'est-ce qu'on pourra trouver. Alors, qu'est-ce qu'on pourra trouver justement dans ce guichet numérique? Alors aujourd'hui, servicepublic.nc aborde une centaine de dossiers, de thématiques de la vie de tous les jours, de la vie d'un administré. On retrouve des thématiques qui abordent la santé, le travail ou encore l'environnement. On y trouve aussi des situations de la vie courante, puisque si on doit donner un exemple, une femme enceinte qui travaille aura des démarches auprès de ces administrations qui concernent sa santé ou du travail, ou encore beaucoup de démarches qui concernent des situations vraiment de la vie. On a aussi des moteurs de recherche très avancés, très performants, qui permettent en quelques clics de trouver vraiment ce qu'on recherche, des cartes interactives. Et on espère, comme tout projet numérique, il doit évoluer. Et on espère vraiment ouvrir d'année en année le volume d'informations et de services au sein de ce portail. Et donc pour la jeunesse aussi également, il y a quelque chose qui est développé dans ce guichet numérique. C'est souvent nous les jeunes, on cherche beaucoup de choses. Donc du coup, est-ce que grâce à ce guichet, les jeunes pourront trouver leur bonheur au niveau de leur démarche? Tout à fait. Donc, on a une rubrique jeunesse qui concerne la scolarité ou encore l'insertion professionnelle. Donc, on aborde vraiment des thématiques dédiées. On a vraiment une thématique dédiée à la jeunesse au sein du portail, dont les partenaires, qui sont aujourd'hui une quinzaine, ont contribué au contenu de cette thématique. Donc, qui proposent leurs services de démarches administratives. Alors, je suppose que cela a quand même un coût. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler justement le budget de ce guichet numérique? Alors, en fin de compte, c'est très difficile de quantifier un budget d'un tel projet, puisque, en fin de compte, sur des aspects techniques, tout a été internalisé. Et sur cet aspect de contenu du portail, donc l'information, les services, l'annuaire, ça a été la contribution de
tous nos partenaires du projet qui ont sollicité eux-mêmes beaucoup de services, beaucoup de personnes. Donc si on devait faire un ratio du nombre de personnes qui ont construit cette information, on arriverait par habitant à un coût inférieur à un timbre-poste. Alors justement, est-ce que les données pourront être évoluées dans ce guichet numérique? Alors les données évoluent tous les jours. Nos administrations calédoniennes mettent en œuvre la modernisation aussi de l'administration, essayent de développer leur site internet, leurs services qu'on pourrait faire sur internet. Et on espère, comme je le soulignais tout à l'heure, de faire évoluer vraiment le contenu cette année, faire évoluer en permanence ce portail, l'ouvrir à toutes les communes du territoire, l'ouvrir aussi aujourd'hui des partenaires qui m'appellent pour proposer leurs services, le vice-sectorat, demain peut-être l'OPT. Donc les administrations auront la main dessus ou c'est vos agents qui travaillent sur le guichet qui seront, justement mettront les données, l'évolution des données? Alors on a prévu dans cet accompagnement au changement auprès des partenaires des formations qu'on doit mener auprès de référents au sein de toutes les institutions pour être formés, et les partenaires sont propriétaires de leur contenu. D'accord. Alors quand est-ce qu'on pourra justement aller pouvoir cliquer sur ce fameux guichet numérique? Dès maintenant, dès maintenant, vous pouvez y aller. Il est accessible partout. Il a un format adapté à beaucoup de terminaux, smartphones, tablettes. Il est gratuit et on essaye de le mettre à jour tous les jours. Alors, une dernière question, un message à passer à la population par rapport à ce guichet numérique? J'espère l'avoir construit avec tous nos partenaires de façon simple, efficace, et que l'usager trouve la bonne information. Pour vraiment terminer, l'adresse exacte du site? Alors c'est service-public.nc. Voilà, Sophie Rellini, merci d'avoir accepté cette invitation. Eh bien, merci beaucoup à vous. Allez, on passe tout de suite à l'agenda du pays. Bonjour, donc Anna, tu viens nous présenter l'agenda du pays. Bonjour Élise et bonjour à tous. Alors on monte dans le nord pour commencer notre petite balade comme d'hab. Alors là on va parler des permanences juridiques. Alors c'est gratuit et donc pour les 2 semaines à venir, donc retenez bien les dates. Alors, si vous êtes du côté de la province nord, comme je le disais, il y aura une permanence le lundi 9 mars à l'annexe de la province nord de 8h à midi. Ensuite, du côté de Vaud cette fois, alors là c'est au centre d'accueil des femmes en difficulté, du côté de Temala. Alors c'est le mardi 10 et de 8h à midi aussi. Ensuite, du côté de Koné, alors là ça se passe à la case du marché, le mercredi 11 mars, toujours de 8h à midi. Et puis du côté de Pointe-Boute, c'est le jeudi 12 mars à la mairie de Pointe-Boute, de 8h à midi aussi. Et puis pour les jours à venir, pour la semaine d'après plutôt, donc il y aura une permanence et là ça sera au centre mère-enfant à Koumak. Alors c'est le mercredi 18 mars. Par contre pour les horaires c'est de 13h à 17h. Voilà, donc il faut profiter, c'est gratuit et puis en plus c'est sans rendez-vous, donc il ne faut pas s'en priver. Et ensuite, on parle de quoi? Où est-ce qu'on va? Ensuite, on parle sport, si tu veux, avec les premières Olympiades de l'Arène du Sud de Païta. Alors hier, on parlait de l'Arène, mais musique, là on parle sport. Alors c'est le 14 mars, samedi 14 mars, de 8h à 18h. Alors qu'est-ce qu'il y a de proposé pendant ces Olympiades? Il y aura 30 activités sportives, c'est pas rien. Donc il y aura des démonstrations par des professionnels, des jeux et des animations pour les plus petits. Et puis il faut quand même noter qu'il y a une petite participation qui est demandée pour la participation pour le tournoi. Et là, c'est pas grand-chose, c'est 500 francs. Sinon, pour tout le reste, c'est gratuit. Donc, juste pour le tournoi, 500 francs qui est demandé. Et puis, sinon, la rentrée et tout le reste des activités est gratuit. Et puis, voilà, c'est ouvert à tous. Donc, rendez-vous à Païta. Voilà, donc, pour répéter, c'est une journée sportive organisée par l'OMS de Païta
pour promouvoir les disciplines sportives et puis qui sait peut-être découvrir justement de nouveaux talents. Hein. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à y aller, les sportifs comme ceux qui ne font pas de sport comme c'est l'occasion. Voilà, c'est l'occasion d'aller faire du sport. Donc Anna, on poursuit avec un petit rappel bien utile hein, en ces temps orageux. Oui Élise, alors on a eu ces temps de pluie. Dernièrement beaucoup de pluie, hein, des inondations, des rivières qui ont monté, débordé même. Donc on rappelle les consignes. Hein. Alors là, c'est adressé par justement la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques de la Nouvelle-Calédonie, donc qui rappelle à la population des communes de la côte Est surtout. Donc, la conseille évidemment la plus grande prudence, limiter les déplacements et se tenir informé, bien sûr, hein, de l'évolution de la situation en restant à l'écoute tous les bulletins qui sont diffusés sur tous les différents médias. Alors, pour continuer sur ce sujet, est-ce que tu peux nous rappeler, hein, vite fait, comme ça, les petites consignes préventives en cas de forte pluie? Oui, c'est toujours utile de le rappeler. Hein. On le fait à chaque fois, mais bon, voilà, il faut que ça rentre. Alors, ne vous déplacez qu'en cas de nécessité, hein, sinon, si ce n'est pas la peine, restez à la maison. Ne franchissez pas à pied ni en voiture d'ailleurs, les ravins ou les rivières qui sont en crue ou qui peuvent évidemment parce que nous, devenir. On aime bien faire ça. Hein, on aime bien faire les caïds à traverser et il ne faut pas le faire, justement. C'est dangereux. Et puis, ne pas entreprendre un sport ou un loisir. On ne va pas aller se balader alors qu'on sait qu'il y aura une forte pluie. Ensuite, évidemment, surveiller les enfants hein, qui restent à distance des caniveaux, des ravins, des rivières qui peuvent à tout moment déborder. Et puis, enfin, si on doit vraiment se déplacer, eh bien, signaler à son entourage où on va, sa destination. Voilà, je pars à telle heure. Je dois revenir à telle heure pour que voilà, les personnes ne s'inquiètent pas. Ou si dans le cas contraire, si on est bloqué quelque part, voilà, que les personnes, que nos proches sachent, quoi, ils préviennent justement les secours s'il le faut. Et puis voilà, faire attention aussi à l'eau du robinet. Dans les 48 heures après les fortes pluies, l'eau n'est pas potable, donc voilà, pensez à prévoir des réserves. Remplir les bassines d'eau, les seaux, les bouteilles vides, tout ce qu'on veut. Et éviter de boire l'eau ensuite après qui n'est pas potable. Et puis dans tous les cas, hein, si la situation de votre domicile l'exige, si c'est en zone inondable par exemple, vous habitez au bord de la rivière, eh bien prenez toutes les précautions qui sont nécessaires hein, à la sauvegarde de vos biens, de vos affaires, de vos meubles, si l'eau vient à monter. Puis préparez-vous surtout à évacuer le domicile. Et puis, il faut faciliter aussi le travail des sauveteurs. Hein, s'ils viennent vous dire il faut partir. Il faut partir, quoi. Donc, restez attentifs à leurs conseils, surtout. Alors là, c'était en cas de forte pluie, hein, mais en cas d'orage, là, on fait comment? Alors, en cas d'orage, il faut éviter d'utiliser les téléphones fixes et tous les appareils électriques. Il faut éviter aussi de s'abriter sous les arbres. Ensuite, si on est sur la route, il ne faut pas hésiter à s'arrêter dans un lieu sûr. On peut aussi rester dans le véhicule, c'est un lieu sûr justement. C'est une bonne protection contre l'effet de foudre. Et puis il faut penser à ranger et fixer tous les objets qui peuvent s'envoler avec le vent ou susceptibles d'être endommagés. Voilà un peu en gros les consignes à respecter en cas de forte pluie et en cas d'orage. Donc j'espère que vous avez bien suivi. Voilà, merci donc Anna de nous rappeler ces quelques consignes qui sont importantes, justement qui sont importantes à respecter. Surtout en ce moment. Voilà, surtout en ce moment. Et donc merci pour l'agenda. On te retrouve tout à l'heure pour ta chronique. On s'occupe de vous et puis le fin bon. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, on retrouve Duke pour notre rubrique C'est bien chez nous. Alors, bonjour Duke, aujourd'hui on parle encore une fois du niaouli. Bonjour Élise, bonjour à vous à la maison. Alors Élise, ici au pays on l'appelle donc le niaouli, cet arbre-là, et son nom scientifique, en langage scientifique, c'est Melaleuca quinquanervia. Il fait donc partie, on l'a déjà dit, il fait partie de la famille des myrtacées, comme par exemple le jamelonnier, l'eucalyptus en Australie, tout ça. Et il est dit que dans le monde, il existerait plus de 200 différentes variétés espèces de niaouli. Et ici au pays, on a 7 espèces qui sont endémiques à notre pays.
Alors ce fameux niaouli, on en trouve beaucoup sur la côte est du pays, enfin la côte ouest plutôt. On en trouve un petit peu moins sur la côte est, et puis on en trouve aussi quand même aux îles Loyauté. Tu sais, la dernière fois, je te parlais d'un tout petit endroit, un petit biotope là, tout petit sur Marais, là, avec la tribu de Wabao, où on peut trouver des niaoulis avec une espèce d'étang un petit peu. Depuis des années, notre niaouli est justement connu pour l'essence qu'on obtient à partir de ces feuilles. C'est vrai. Alors, un des procédés qui est depuis longtemps utilisé ici au pays pour obtenir cette essence de niaouli, c'est la distillation. Et donc, le procédé, il est simple en fait. En gros, quoi, pour caricaturer, on va dire qu'on chauffe dans une espèce de marmite géante des dizaines, voire même des centaines de kilos des feuilles de ce niaouli qu'on aurait trempé dans de l'eau. Et puis, à la fin, après des heures d'ébullition, on va récupérer la vapeur un petit peu on peut dire ça comme ça, c'est la vapeur de cette préparation-là qu'on appelle l'essence de niaouli Élise. Alors, cette essence de niaouli, elle a ses propriétés médicinales. Ces propriétés, elles sont bien connues et puis elles sont multiples. Dans le domaine de la pharmacopée, il y a un terme, il y a un nom qui a été donné. C'est un nom qui a été donné par la famille Prévert. Prévé plutôt, la famille Prévé, c'était des industriels, une famille industrielle de Paris qui, dans les années 1800, à la fin des années 1800, ont lancé un petit peu cette industrie de l'essence du niaouli ici au pays. Et puis voilà, ils ont donné à cette essence-là, ils ont donné et breveté aussi le nom du goménol. Alors le goménol aujourd'hui, on le retrouve dans différents produits de la pharmacopée et puis même du cosmétique Élise. Alors dans ce fameux goménol, il y a plusieurs principes actifs. Les principes actifs, c'est pour définir un peu ce que c'est qu'un principe actif, ce sont juste des molécules qui ont des effets un peu bénéfiques sur certaines maladies, certains virus. Et alors dans l'essence du niaouli, dans les principes actifs qu'on retrouve, c'est le cinéole, l'alpha-pinène, le tranéridol, et puis j'en passe, il y en a pas mal d'ailleurs. Il y en a tellement que beaucoup de spécialistes de la médecine ont qualifié le goménol ou l'essence de niaouli de panacée. Panacée qui veut dire que ça guérit plusieurs, voire tous les maux, toutes les maladies. Ça, c'est un peu prétentieux, mais ce qu'on peut dire de cette essence de niaouli, c'est que nous, déjà ici au pays, nos vieux utilisaient ça comme antiseptique. Là, c'est vrai. Quand on avait des plaies. Et puis ici, on a toujours l'habitude d'inhaler la vapeur de niaouli qu'on fait bouillir dans une marmite. Voilà, on se met sous une couverture et puis on inhale le tout quand on est enrhumé, quand on a la grippe, tout ça. Du coup, voilà, dans un niveau un peu plus, comment on va dire, pointu. Et on retrouve cette fameuse essence de niaouli dans plusieurs médicaments, plusieurs applications qui vont être utilisées dans toutes les maladies respiratoires comme l'asthme, enfin plutôt contre toutes ces maladies-là. L'asthme, quoi d'autre là, oui, on a parlé du rhume. Une des maladies qui a beaucoup sévi aussi il y a quelques années en France, la tuberculose. Et puis voilà, par rapport aux maladies de peau aussi, c'est aussi utilisé contre l'impétigo, l'acné, quoi d'autre là, tout ce qui est démangeaisant, tout ça. Là. Voilà, du coup, comme on a pu déjà le dire, c'est un produit qui est utilisé un petit peu qui est bénéfique en tout cas pour la santé, quoi, puis utilisé de différentes manières. Alors quand est-ce que le pays Diouk a commencé à produire cette huile essentielle? Alors Élise, comme on le disait, c'est la famille Prévé, cette famille parisienne là, qui a lancé un petit peu l'activité ici au pays dans les années 1890. En 1892, ils ont breveté ce fameux goménol. Ce fameux goménol. Et puis on peut dire aussi que pendant les années 1920, la production d'essence de niaouli, de goménol, a atteint quand même les 24 tonnes, Élise.
Et puis, il faut aussi savoir que cette essence de niaouli, c'est un des premiers produits que le pays a produit industriellement, et puis qui a été exporté aussi. Et aujourd'hui, comme tu le sais, la production, elle reste plutôt, elle est très faible, et puis elle est on va dire que c'est une production artisanale. Et les plus gros producteurs mondiaux aujourd'hui sont Madagascar et l'Australie. Voilà. Nos pays voisins. Donc nous utilisons justement la peau de niaouli qui est très douce pour couvrir justement nos cases, pour les cuissons à l'étouffer. Et auparavant, donc nos grands-mères utilisaient justement cette matière aussi dans la confection, par exemple, des berceaux. C'est vrai, Elise. Alors pour continuer sur ces bébés, là on parle de berceaux, là, juste une petite parenthèse. Par rapport à la communauté indonésienne, les Javanais, c'est qu'ici on les appelle aussi les niaouli. Et pour ceux qui ne le savent pas, pour nos téléspectateurs, là, on les appelle les niaouli parce que l'histoire nous dit que à l'époque, à la grande époque des bagnards. Des bagnards, plutôt la grande époque des cafés, des caféries. Quand ils travaillaient dans les cafés, quand les Indonésiens sont arrivés pour travailler dans les caféries, les mamans indonésiennes avaient pour habitude d'accrocher leurs bébés sur les branches de niaouli pour les éloigner un petit peu des insectes rampants, puis les protéger du soleil, et puis surtout pour les avoir très près d'elles, Élise. Alors aujourd'hui, Élise, pour en revenir à cette fameuse peau de niaouli, là, à côté de toutes les utilisations que tu as déjà citées, on a une poignée de personnes qui utilisent le niaouli, utilisent la peau de niaouli en tant que support pour des dessins, pour des peintures. Alors c'est le cas de Madame Anne-Marie d'Angleberne, qu'un de nos collègues justement a eu l'occasion de rencontrer à Païta, au Mamou. Alors, je te propose, Alice, qu'on regarde avec nos chers téléspectateurs ce sujet qui nous parle donc de peinture sur peau de niaouli. C'est un sujet signé Michel Pimbé. Call it magic. Call it true. Call it magic. I'm with you, and I just got broken. Là, on est sur une propriété au Mamou, en pleine savane, voilà, près d'un creek. C'est un lieu très paisible et j'aime beaucoup venir ici pour récolter le niaouli. Je fais ça depuis les années fin 80, début 90. Sinon, c'est vrai qu'en Calédonie, le niaouli à l'école, on s'en sert souvent dans le travail manuel. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, quand j'ai voulu réaliser des créations, je me suis tournée vers le niaouli et voilà. Donc c'est parti de là. C'est parti d'une histoire toute bête. C'est qu'un jour, j'avais du niaouli à la maison parce que je me disais toujours un jour je vais faire quelque chose avec. Et puis j'avais besoin d'un cadeau. Je n'avais pas d'argent pour acheter ce cadeau pour un anniversaire, donc j'ai créé un tableau. C'est complètement venu comme ça. J'ai posé mes écorces et au bout d'un moment, j'ai vu que ça faisait un paysage. Et donc j'ai fait un petit cadre et j'ai offert ça à la personne. Et tout le monde qui était là me disait « mais écoute, tu devrais exploiter ça ». Et c'est parti comme ça. Comment je sélectionne mes peaux pour les créations, c'est très particulier. C'est l'œil. Je me dis, tiens, celui-ci, il a du gris, il a du rose. Et puis je le sens. Je l'ai fait l'expérience avec d'autres personnes qui n'avaient pas la même approche, qui devant un niaouli, me disaient, voilà, je vais pouvoir faire. Je disais, non, je sais que ça, tu ne pourras rien faire avec. Je ne sais pas. Après, je choisis mon niaouli par sa couleur, la lumière dedans. Et je trie. Il y aura des morceaux qui seront sélectionnés pour faire les ciels, d'autres qui seront sélectionnés pour faire les montagnes, les arrière-plans, les avant-plans. Tout ça, c'est comme une peinture, quoi. Les couleurs sombres, les couleurs claires en avant. Et le ciel, c'est le plus difficile parce que j'aime bien mélanger, choisir les écorces qui ont du gris, du rose, comme des nuages dedans.
Il n'y a aucune précaution particulière à prendre pour que l'écorce dure dans le temps, dans les tableaux. C'est quand même un matériel qui est imputrescible. On s'en sert pour faire les cases, les toits de cases. Les condamnés s'en servaient pour faire leur première maison. C'est vraiment quelque chose qui il n'y a pas de termites qui se mettent à manger cette écorce, elle est comme de la craie. Par contre, ce qui se passe, je peux trouver parfois, c'est des petites chenilles qui se nichent à l'intérieur entre deux écorces ou des petites fourmis. Donc c'est tout. Après, moi, je le sèche. Et une fois que le tableau est monté, je passe une couche d'un petit secret à moi dessus pour que les couleurs tiennent le plus longtemps possible. Cut me into two, and with all your magic, I disappear from view, and I can't get over you. Travailler le niaouli, c'est très particulier parce que c'est de la matière. Et au départ, pour moi, c'est même pas moi qui décide, c'est le niaouli qui va décider de mon tableau. Parce que ça va être l'écorce qui va se trouver là, avec sa couleur, qui va déterminer le tableau. Quand je commence un tableau, je ne sais jamais ce que ça va être. C'est l'écorce qui va, elle, diriger mon travail. Je n'ai pas décidé de devenir artiste. Un jour, j'ai décidé de créer des choses pour mon plaisir, et pour le plaisir des autres aussi. Et voilà, par la suite, on m'a attribué ce titre d'artiste. Est-ce que je suis une artiste ou est-ce que je suis artisan d'art ou est-ce que je suis tout simplement une personne qui a envie de créer du beau? Je suis calédonienne avec des souches kanak et des souches caldoches. Et mon niaouli, ça vraiment, c'est tout ce qui me rapproche des origines de ma mère, qui était calédonienne, descendante des transportés. Et quand je travaillais le sable, ça, c'est tout ce qui est la souche de mon père, avec toutes les symboliques kanak, les histoires du monde kanak. Ça, c'est autre chose. Voilà, c'est sûr que mon travail est dicté par ce que je suis. Oui, bien sûr. Voilà, donc comme on le voit, Duke, donc on peut réaliser de très belles œuvres avec ce support original. Une raison de plus pour justement préserver et respecter cet arbre emblématique et généreux. Bon, il ne faut pas non plus aller dessiner bêtement sur les arbres et non plus utiliser sa peau bêtement, quoi. Il faut bien l'utiliser. Oui, Elise, comme tu dis, il faut y faire très attention parce que c'est un arbre, comme on disait, un arbre endémique au pays. Et puis aujourd'hui, il y a de plus en plus de fléaux, on va dire ça comme ça, qui viennent nuire un petit peu à son développement. Je pense notamment à l'urbanisation du pays, quoi. On construit, on détruit les milieux, les petites forêts, les forêts du pays dans lesquelles vivent ces arbres.
Et puis à côté de ça, il y a des nouveaux fléaux qui entrent, enfin qui touchent un peu l'écosystème, les écosystèmes ici au pays. Je pense notamment aux parasites, parasites aux champignons de la rouille, qui touchent justement la famille des myrtacées dont fait partie le niaouli, le jamelonnier, le pomme canac, l'eucalyptus qu'on a cité tout à l'heure. Alors ce champignon-là, en fait, c'est un petit parasite qui, en se développant, va former une espèce de couche de rouille là, sur les feuilles, les branchages aussi des myrtacées, et puis ça va freiner son développement. Du coup, il faut faire attention à tout ça, faire attention à tout ce qu'on importe au niveau des plantes, tout ça, respecter les normes sanitaires quoi, qui sont en vigueur ici au pays. Et tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'ici au pays, que ce soit dans le domaine artistique, économique, dans tous les domaines, on n'arrête pas de le répéter, qu'on a une richesse endémique à protéger et puis à développer. Là, pour revenir sur cette histoire du goménol qu'une famille d'industriels parisiennes a breveté il y a 200 ans, il y a 200 ans, nos vieux n'avaient peut-être pas besoin et n'avaient peut-être pas les outils pour protéger leur savoir au niveau médicinal et tout. Mais aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, on a une jeunesse qui est de plus en plus formée et puis qui continue à se former dans ce sens. Et puis voilà, on attend aussi des institutions qu'elles œuvrent et puis qu'elles soutiennent la démarche dans laquelle notre jeunesse est inscrite pour développer et puis développer et protéger nos patrimoines à nous ici. Voilà, donc c'est sur ce message que se finit cette chronique. Merci Joe de nous avoir parlé aujourd'hui du niaouli. Merci Élise et merci encore à vous à la maison. Allez, on retrouve Marie-Hélène pour notre rubrique Job et Éducation. Alors aujourd'hui, dans notre rubrique Job et Éducation, on parle de l'importance des loisirs chez les enfants. Donc bien sûr, Marie-Hélène, bonjour à toi. Il est important d'organiser, on va dire, autre activité ludique, on va dire, durant l'année scolaire pour nos enfants, pour qu'ils soient justement concentrés toujours dans leurs études, on va dire ça, pour introduire justement le sujet qui va suivre. Donc bonjour encore une fois. Bonjour Élise. Je ne sais pas si j'ai bien introduit, mais en tout cas, voilà. Oui, tu as bien introduit. Bonjour, chers téléspectateurs. Alors, c'est vrai, Élise, tu as raison parce que entre les devoirs et puis à la maison et l'école, les jeunes, ils ont quand même besoin de se distraire. Et comme tu disais si bien, oui, de souffler un peu, comme tu dis. Et il est certain que justement, de s'accorder du temps pour se distraire, permet après de mieux travailler, d'être plus disponible, en tout cas pour apprendre, ça c'est certain. Moi, je le vois bien à la maison, par exemple, avec mon fils qui a 9 ans. Après l'école, tout de suite, des fois, quand je viens le chercher, allez, les devoirs. Non, maman, c'est bon, je viens de sortir de l'école, donc du coup, soit c'est de la lecture, soit c'est on joue au parc, ou sinon, la télé, des fois, mais bon, un peu plus d'activités comme la lecture ou comme sortir en dehors de la maison pour pouvoir jouer un peu, quoi. D'accord, parce qu'effectivement, tu as saisi, Élise, que justement les loisirs, ils permettent à un enfant de se découvrir, de découvrir aussi de nouvelles choses, tu t'en doutes bien, de s'ouvrir aussi au monde et aux autres. Donc ça a une vraie utilité. Et puis par exemple, dans notre culture, on va dire ça, c'est, je veux dire... Comme on est, par exemple, une famille nombreuse, donc on fait, on a des tâches à la maison qui font que, par exemple, moi je me rappelle quand j'étais enfant, on sortait de l'école, on avait un planning arrivé à la maison où, on avait chacun nos tâches. Donc même si on n'avait pas d'autres activités comme sortir, jouer au ballon, des fois on le fait, mais on a souvent un planning comme quoi, voilà, chacun, toi tu mets la table, toi tu laves la vaisselle, toi tu débarrasses. Donc du coup, on avait quand même ces activités-là après l'école, quoi. Et oui, et c'est vrai que moi, comme toi, on avait nos jours justement pour la vaisselle, nos jours aussi pour débarrasser la table, notre jour aussi pour le ménage. Et toutes ces petites activités, comme tu disais si bien, du quotidien, mais tu sais que quelque part, elles développent en fait des notions qui sont fondamentales. On apprend bien évidemment la répartition des tâches, mais surtout effectivement à partager aussi. Ah, c'est vrai, ça aussi, oui.
Voilà, c'est vrai, hein, on attend son tour pour faire quelque chose, par exemple, ou on attend son tour tout simplement lorsqu'on sait que quelqu'un est avant nous. Hein, ensuite, toutes ces petites choses-là, elles te permettent également de travailler aussi la notion de coopération. Hein, on tient compte aussi de l'opinion de l'autre, hein, parce qu'on sait que parfois il peut y avoir une discorde sur quelque chose ou on n'est pas d'accord ou quoi. Voilà, c'est aussi une façon de respecter aussi le fait que la personne en face de soi elle n'est pas d'accord avec nous. Et puis on apprend aussi la vie en groupe. Tu me disais que il y avait une répartition en tâches entre vous toutes. C'est vrai, parce on est souvent chez nous culturellement, on vit souvent en communauté. Oui. Donc du coup on partage un peu, on va dire les tâches. Après, je veux dire culturellement, nous, par exemple pour les filles plus particulièrement. On a amené un jour à se marier, à avoir des enfants, à avoir la petite famille. Donc, du coup, les filles, elles ont peut-être un peu plus d'activité que les garçons, mais donc apprendre à faire à manger, apprendre à laver la vaisselle, à laver les marmites, voilà quoi. On avait des activités qui faisaient aussi qu'on apprenait des choses en dehors, en collectif, en dehors de l'éducation, qui est justement une activité obligatoire. Enfin, je veux dire obligatoire. Ça fait partie de l'éducation. Voilà, ça fait partie de l'éducation. Ça fait partie de l'éducation, mais à la maison. Oui, à la maison. Ce sont des valeurs qui sont donc inculquées quand même par nos parents et qui sont importantes aussi pour notre vie en société. Donc c'est vrai que cette fameuse vie en groupe, elle s'apprend aussi. C'est vrai que au travers de ces activités du quotidien, on développe ces notions et puis après ça fait partie de nous complètement. Oui. Hein. Et puis ce que je voulais dire aussi, Élise, c'est que bien évidemment les activités récréatives, si on veut revenir un petit peu à notre sujet de départ, elles apportent également tout un tas d'autres bienfaits. Elles aident, si tu veux, au développement de l'enfant, au niveau physique déjà, si on fait du sport, par exemple, et puis au niveau affectif, parce qu'on se crée des liens d'amitié, parfois avec des enfants, et puis elles permettent aussi de développer l'estime de soi. La confiance aussi, tu es d'accord? Et puis, une petite dernière chose, on apprend également, si tu veux, à être beaucoup plus compréhensif. C'est-à-dire qu'on va accepter, on apprend l'acceptation de l'autre en fait. Et on apprend à accepter la différence, voilà, parce qu'on est tous différents. Ça me rappelle des activités qu'on faisait dans les rencontres de l'église, où on était en colonie de vacances, où il fallait justement partager avec l'autre. Mais c'est vrai que parfois, il y a des parents qui préfèrent justement que leurs enfants ne fassent rien de particulier. Comment faire, je veux dire, est-ce pour autant que l'enfant manquera de quelque chose ? Moi, j'ai envie de te dire, pas forcément. Non. Il faut trouver justement un juste milieu dans toute chose, c'est vrai, mais là aussi, si le parent, effectivement, n'a pas spécialement envie que son enfant soit inscrit, on va dire, dans une activité régulière ou participe à un centre de vacances, par exemple, ce n'est pas grave non plus, parce qu'il est aussi bon de ne rien faire. Les spécialistes le disent, voilà, c'est reconnu, ça a été démontré, l'ennui est aussi constructif parce que, en s'ennuyant, l'enfant, il apprend aussi des choses sur lui-même. Par exemple, il va donc apprendre à décider pour lui, parce que voilà, il va choisir une activité en fonction de ses goûts, de ses envies, et puis il va aussi apprendre à devenir autonome, Élise. Donc on a le droit de s'ennuyer. Voilà, ce n'est pas quelque chose de dramatique ni d'interdit, ça c'est certain. Et puis jouer tout seul, tu sais qu'on remarque des choses que l'on ne verrait pas si on était en groupe. C'est vrai que ça travaille l'imagination quand on est tout seul. Exactement. Ça développe la créativité aussi, on se crée son petit monde imaginaire. Et puis le fait aussi, si tu veux, de remarquer des petits détails de la vie de tous les jours. Par exemple, on peut rester là plusieurs heures à observer une fourmi qui marche, qui fait son petit train-train. Je l'ai déjà fait une fois. Tu l'as déjà fait? S'il pleut, je sais pas, tu vas rester là, tu vas observer la pluie qui tombe et tout. Bref, tu vas te faire tes petits rêves, quoi. Je sais pas, je trouve que c'est intéressant. Oui. C'est intéressant, mais à ne pas trop développer non plus. Parce que des fois, quand on est tout seul, on se dit t'es pas tout seul dans ta tête. Enfin, je plaisante. Mais bon, lorsque les parents, justement, sont d'accord pour faire des activités ponctuelles, à leurs parents, ils peuvent aussi choisir l'inscription, justement, en centre aéré, où il y a plus
on va dire, beaucoup d'activités. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et justement, c'est pas non plus la seule option. Hein. Oui. On sait que voilà, les parents peuvent choisir aussi d'inscrire leurs enfants dans un club sportif hein, pour voilà, hein, qu'ils fassent du sport régulièrement et puis qu'ils apprennent là, pour le coup, la compétitivité, le fait d'aller au bout de quelque chose et puis le goût du challenge aussi. Hein. C'est vrai. Ça me rappelle en fait que nous, quand on était enfants, moi je prenais des cours de piano, mon frère prenait des cours de batterie, on rencontrait les autres élèves. Tu as parlé du sport, il y a aussi le côté artistique où on prenait, on avait ce genre d'activité pour sortir en dehors de... pour vous divertir et puis sortir un petit peu du quotidien scolaire. C'est un peu comme le sport, ouais, exactement. Et puis tu sais que on peut aussi décider d'inscrire son enfant dans une structure privée, tu sais, pour une activité danse, chant, ou comme tu disais si bien, pour de la musique. Hein. Après, c'est toutes les questions de budget, c'est certain. Voilà. Mais si on s'intéresse à nos fameux centres aérés, comme tu disais si bien, Élise, il faut savoir aussi que, en centre aéré, les activités vont être, comme tu disais, très variées, mais c'est aussi l'occasion de faire des choses qu'on ne ferait pas avec nos parents. C'est vrai. Parce qu'il y a souvent des choses qui sont proposées et qui sont originales. Hein, donc, c'est l'occasion de faire des activités culturelles, de faire aussi de l'artistique. Tressage. Exactement. Il y a plein de... Ils se donnent du mal quand même, les chers animateurs, pour trouver imaginer des activités. Exactement. Et puis, être en centre aéré, c'est aussi l'occasion de retrouver ses petits copains du quartier ou ses copains d'école. C'est vrai, échanger, rencontre, ça c'est vraiment riche. Hein, oui, pour un gamin, je veux dire, qui a ses petits copains et tout, on y tient à nos petits copains quand on est plus jeune. Hein. Et donc, si tu veux, cette fois, on va justement aller dans un centre aéré du côté, qui s'est tenu du côté de Népouy pendant les grandes vacances. Et on va découvrir justement ce qui était proposé aux petits et aux plus grands durant donc, ce centre aéré. C'est un reportage d'André Ravel. Je suis la directrice du centre de loisirs organisé par l'association Omnisport de Népouy. Donc l'association Omnisport de Népouy est basée à Népouy. Et donc pendant les périodes de vacances scolaires, nous organisons des centres de loisirs et des camps de vacances pour les jeunes de 3 à 15 ans. Donc aujourd'hui, nous sommes à la base nautique de Pindaye, qui est sur le territoire de la commune de Pointe-Boute. Donc nous avons signé une convention, l'association Omnisport de Népouy avec la mairie de Pointe-Boute pour la mise à disposition du site qui est derrière nous. C'est un centre de loisirs, donc les enfants sont accueillis à la journée. Et le thème de ce centre, c'est la comédie musicale. Donc pendant ce centre, les animateurs essaient avec les enfants de partir sur les vieilles chansons françaises et de les mettre en spectacle. Attention. 1, 2, levez, posez, levez. On repart. 1, 2, 3, 4. Nous avons choisi ce thème, donc c'est dans l'idée de conserver notre patrimoine oral. On a souhaité travailler sur les vieilles chansons françaises parce que elles se perdent. Et donc avec les enfants, essayer de retravailler sur les chansons françaises pour pouvoir les mettre en spectacle pour notre spectacle de fin de session. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, levez, posez, levez, on repart. Reculez. 1, 2, 3, levez, partez. J'ai une équipe de 9 animateurs et quand nous avons préparé ce centre, chaque animateur a choisi sa tranche d'âge. Donc il est sûr que les enfants de 3 ans n'ont pas les mêmes besoins et les mêmes attentes qu'un enfant de 10 ans.
Donc les animateurs adaptent les activités par rapport à la tranche d'âge. 1, 2, 3, 4. On repart. 1, 2, 3, 4. Claquement de doigts. Vous restez sur place, vous ne repartez pas. Quand vous faites le claquement de doigts, vous faites. Arrêtez quand vous faites comme ça. Vous faites 1, 2, 3, 4. On repart. 1, 2, 3, 4. Deuxième fois. 1, 2, 3, 4. Et on repart. 2, 3, 4. D'accord? Vous claquez des doigts en l'air. Et après, oh, et je parle. Je claque des doigts en l'air, puis après vous faites le rock'n'roll comme ça. Et après quand elle fait belle, 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 vous vous rappelez comment on fait? Belle, 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 on descend, on remonte, d'accord? Et après ça, c'est comme ça. Devant, derrière, devant, derrière. Attention, prêt? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. Encore. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il y a certes donc la comédie musicale, mais à côté, ils ont des activités manuelles, ils ont des petits jeux physiques avec des ballons. Comme ce matin, ils ont fait un grand jeu. Donc c'était un rallye tournant où plusieurs activités ont été proposées aux enfants. On essaie de, par rapport au centre de loisirs, de leur apprendre déjà les différentes règles à respecter quand on vit en collectivité. On essaie aussi d'apprendre, surtout chez les petits qui ne maîtrisent pas encore leur gauche de leur droite, on essaie de leur proposer des activités qui vont leur apporter un plus. Donc il est vrai qu'en centre de loisirs, la plupart du temps, c'est de l'éducation populaire qu'on pratique. Donc nous, notre façon d'apprendre aux enfants, c'est sous forme ludique, sous forme de jeu. Donc on est complémentaire à l'éducation nationale et l'éducation familiale. Le premier objectif de ce centre, c'est de permettre aux enfants de venir avec plaisir au centre, de s'amuser et d'être acteurs de leurs vacances. Donc cet objectif, comment on le met en place par l'accueil du matin. Donc le fait de mettre cet accueil en place, ça permet aux enfants de se sentir bien déjà. Par rapport au thème, donc il y a tout ce qui est comédie, spectacle, chant, danse. Mais à côté de cela, ils ont des activités manuelles, comme la confection d'instruments de musique. Ils ont aussi des séances de baignade qui est surveillée par un surveillant de baignade. Dans le cadre des centres de loisirs, donc, on doit avoir un surveillant de baignade avec un périmètre de baignade. Et donc ensuite, après, les enfants, on est à la plage. Donc quand il y a des marées basses, ils vont ramasser des coquillages. Ils font le tour de la plage pour ramasser des éléments naturels pour pouvoir faire des activités avec les éléments qu'ils auront récoltés. Il y a pas mal de baignades qui se font quand même pour les gamins. Tous les jours, 2h30 par jour. Pendant tout le mois de janvier. À la plage de Pindaye, on trouve un environnement qui est assez exceptionnel et qui, le cadre, il rentre bien dans l'organisation des centres de loisirs parce que c'est en plein air. De faire un bateau, préparer le modèle. Après, on va faire ensemble avec les enfants. Après, les enfants, ils pourront partir avec chez eux. C'est fait avec du matériel de nature. Vous aimez bien faire les... Oui. En fait, on prépare les costumes pour la fête qui est prévue à la fin de la colonie. Et comme le thème c'est comédie musicale et les vieilles chansons françaises, on a décidé de danser sur une chanson de Claude François et on fait un peu
On essaie de faire des costumes avec des paillettes et puis on récupère donc des t-shirts, des vieux t-shirts pour les modifier puis en faire des costumes. J'ai appris à faire des tricots, plein d'autres choses. En général, c'est le tricot. Voilà. En fin de compte, l'équipe et les enfants, ils sont complémentaires. Donc le fait de pratiquer certaines pratiques de danse en dehors du centre, les enfants, ils mettent déjà en valeur ce qu'ils savent faire, mais ils sont aussi fiers aussi d'apprendre aux autres ce qu'ils savent faire. C'est vrai qu'apprendre une chorégraphie et utiliser des vieux t-shirts, comme on l'a vu dans le reportage, justement, pour réaliser des costumes, était vraiment une bonne idée. Comme ça, l'enfant prend conscience de son corps et fait justement du recyclage aussi. Il apprend beaucoup de choses. Sans s'en rendre compte. Sans se rendre compte en plus. Ouais, t'as vu, toute activité en fait a un sens. C'est ça qui est intéressant justement quand on... Ouais, exactement, c'est ça le secret. C'est ça qui est aussi intéressant pour l'enfant lorsqu'il se rend en centre aéré. Il s'amuse, mais en même temps il apprend. C'est vrai que le rythme il est assez soutenu parce que ils ont un programme en général quand même assez conséquent sur une journée, même si on tient compte du rythme de l'enfant. Mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose quand même qu'il faut aussi avoir à l'esprit. L'enfant ne se repose pas forcément, ça c'est certain. Et puis je voulais justement, tu parlais de la chorégraphie, je voulais parler des bienfaits justement de la danse, Élise, parce que là aussi, dans la pratique de ce sport, on apprend plein de choses, comme par exemple... C'est un sport, on bouge. Bah oui, on bouge. C'est circuler le sang. Exactement, une connaisseuse, t'es fan de danse aussi. Si. Comme tout le monde. Ça fait du bien de danser. En plus de ça, ça améliore, si tu veux, les capacités motrices. Ça canalise les énergies. Ça aide en tout cas à cela. Et puis, en plus de ça, c'est une excellente alternative, on va dire, au sport collectif, si on n'aime pas trop ça, tu vois. C'est vrai que le sport collectif, on rencontre, comme depuis tout à l'heure, on le dit, on rencontre d'autres enfants. Et puis le sport aussi, quand on est enfant, on adore manger des sucreries. Donc du coup, ça nous permet également de dépenser cette énergie. Oui, c'est bon pour le surpoids, on va dire. Le surpoids, on va dire. Et puis voilà, on prend du plaisir, comme pour la marche. C'est une activité sportive, justement, aussi qui fait travailler l'ensemble du corps. Exactement. Et puis pour la danse, pour rester sur notre, notre petite danse, ça tonifie aussi donc, les muscles, donc tonus musculaire, est également amélioré, l'endurance aussi. L'enfant, il améliore aussi sa posture, justement avec la gestuelle et puis les mouvements, la répétition, si tu veux, de mouvements. Et puis, il développe aussi son sens de l'équilibre et il apprend aussi à coordonner ses mouvements. C'est pas toujours évident de coordonner des mouvements, t'as vu? Quand il y a des chorégraphies comme ça, souvent on va du mauvais côté, enfin bref, quoi. C'est vrai, mais ils apprennent plus vite, je pense, les enfants. Enfin, je sais pas. C'est vrai. Ils apprennent plus vite. Puis pour les chorégraphies, ils arrivent à suivre facilement. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, moi, quand j'étais enfant, on apprenait souvent c'était comme une lettre à la poste. Voilà, c'était... pour nous, c'était inné. Danser pendant les rencontres de l'église, tout ça, c'était pour nous naturel de danser, même pendant les mariages et tout. Ça faisait partie d'une activité normale, on va dire ça. D'accord, ok, tant mieux, si tu avais des prédispositions pour la danse, Élise. C'est clair. Oui, et puis tu sais, je voulais également souligner quelque chose concernant la chorégraphie cette fois, l'intérêt justement de travailler ce type de choses en groupe, ça favorise le travail en équipe, tu t'en doutes bien, l'autodiscipline aussi, puisqu'il faut aller tous du même côté en même temps, respecter aussi le rythme de la musique, bref. Et puis, ça développe également la confiance en soi, quand on se rend compte qu'on arrive quand même à tenir la chorégraphie du début jusqu'à la fin, on est content de soi. Oui, c'est du sport, on va dire ça. Oui, c'est du sport, une remise en forme pour les enfants. Voilà, donc tout l'intérêt de dire que les activités pour les enfants, donc c'est important. Voilà. Oui. Et donc pour terminer cette chronique, tu as donc une information à l'attention des demandeurs d'emploi pour terminer cette chronique. Oui, exactement. On a donc une journée, si tu veux, de recrutement autour donc du BTP qui est donc organisé en fait le 19 mars, donc de 9h à 15h. Ça se passera donc du côté de Koné, à l'espace Opitiri. Donc toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi peuvent s'y rendre. À savoir qu'il y a quand même plus de 50 offres d'emploi, qui
sont à pourvoir, donc il y a du travail dans le secteur du BTP. Donc il ne faut pas hésiter effectivement à s'y rendre pour rencontrer les grandes entreprises, mais également les agences d'intérim. Et puis il ne faut pas oublier son petit CV aussi. Donc une occasion de déposer son CV. Ouais. Surtout, venez avec les CV pour justement pouvoir tout de suite poser candidature en fait. Et puis rencontrer directement les recruteurs, les entreprises et les agences intérim. Voilà, merci pour la dernière info, Marie-Hélène, et puis on te retrouve la semaine prochaine. Oui, à bientôt Élise. Au revoir. Allez, on retrouve toujours Anna pour notre rubrique Fin Ban. Alors Anna, j'ai faim, alors qu'est-ce que tu nous proposes justement pour le Fin Ban aujourd'hui? Bonjour Élise, alors... parce que tout à l'heure on s'est déjà vu. Bon, ça fait longtemps ça fait rien, je t'aime bien, donc je te dis bonjour. Alors, comme tu as faim, je te propose de parler de morue. Je ne sais pas si tu aimes bien le poisson, mais bon, voilà, aujourd'hui c'est le sujet, on parlera de la morue. Bon, morue... Bon, c'est bon, je suis pas trop fan de morue, mais bon, on va... Ah d'accord, c'est léger, ok, ben, c'est vrai que j'ai besoin de m'écrire un peu. Alors, je sais qu'on en avait déjà parlé avec Davina. C'est vrai. Mais bon, on va quand même faire encore une petite présentation rapide pour ceux qui n'auraient pas écouté ou qui ont oublié, on ne sait jamais. Alors, la morue, le cabillaud, en fait, c'est une espèce de poisson qui fait partie de l'ordre des gadiformes. Et ce sont des poissons donc, de l'ordre des gadiformes qui ont tous les mêmes caractéristiques. Alors, c'est quoi cette caractéristique? Ils ont 3 nageoires dorsales et une... Alors, je me perds. 3 nageoires dorsales, et ce sont des nageoires en fait qui sont en forme de rayon. Donc voilà, c'est la particularité de cet ordre des gadiformes. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a plusieurs espèces de morues. Et donc il y a la morue de l'Atlantique, il y a la morue du Pacifique et la morue du Groenland. Voilà un peu pour la présentation rapide de la morue. Alors dis-moi, morue, cabillaud, c'est quoi la différence entre les deux? Pourquoi il y a 2 noms en fait? Alors pourquoi? Je vais t'expliquer ça. Eh bien parce qu'en gastronomie, comme dans le domaine de la pêche, on utilise les 2 termes pour désigner le même poisson. Mais en fait, c'est à des stades différents. Alors en gastronomie, cabillaud, on emploie ce terme-là pour désigner le poisson frais. D'accord. Donc qui a été ou poisson frais ou surgelé. Mais par opposition à morue, qui lui s'applique au poisson qui a été séché et salé. Voilà pour la petite différence dans le milieu de la gastronomie. Et par contre, dans le domaine de la pêche, cabillaud, c'est réservé donc aux morues qui sont d'âge mûr, alors que le terme morue est employé de préférence pour des poissons plus jeunes. Voilà un peu pour la différence de terme, mais nous on généralise, on dit morue et cabillaud. C'est la même chose, c'est pour le même poisson. Alors, on peut faire quoi comme plat, justement? Parce qu'on parle aujourd'hui on parle de morue dans notre rubrique Fin Ban. Donc, c'est quoi les plats qu'on peut faire avec la morue? Alors, avec la morue, Élise, tu peux faire... déjà, il y a la recette phare, qui est la brandade de morue. Alors, c'est quoi cette brandade de morue? Alors, c'est tout simple à préparer. C'est une purée de pommes de terre à l'ail qui est liée avec de l'huile d'olive. Et ensuite, on ajoute le poisson, donc la morue qui a été émiettée. Et ensuite, on fait gratiner tout ça avant de servir. Toi, j'ai faim et qu'à penser. Ensuite, tu peux aussi le faire en acra. Les acras, c'est les petits beignets là, qui nous viennent de la gastronomie antillaise. Voilà, tu peux faire des acras de morue. Ça, c'est bien, c'est bon aussi. Et d'ailleurs, on avait déjà eu l'occasion de présenter les acras de morue. Et puis, comme il fait chaud aussi en ce moment, moi, je te conseille tout simplement de préparer la morue en salade avec des légumes. Voilà, tu peux le servir tiède avec des pommes de terre, par exemple. Et puis, tu peux aussi le préparer comme la recette de notre cher collègue Michel Pimbé, qui a été filmé, à savoir le rougail de morue. Voilà, et c'est tout de suite, et si tu veux, on regarde, puis tu suis bien, donc tu pourras le faire à la maison. D'accord. Bienvenue chez moi, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous préparer un rougail de morue. Pour faire le rougail de morue, nous avons besoin comme ingrédients de la morue salée que j'aurai préalablement dessalée dans l'eau depuis la veille et émiettée déjà. Ensuite, vous auriez besoin pour environ 800 g de morue, 2 gros oignons, de l'ail, du gingembre, de la tomate, de la tomate fraîche
ou sinon de la tomate en boîte pelée qui fera aussi bien l'affaire. Et bien sûr du gros piment pour la fin de la cuisson, pour donner un petit goût épicé à notre plat. Donc pour commencer, j'allume mon feu. En attendant que la marmite l'huile se réchauffe, nous allons émincer nos 2 oignons. Donc pour la quantité d'ail qu'il vous faut, bon, c'est selon les goûts. Hein. Moi j'ai mis 4 gousses d'ail, un bon morceau, un bon centimètre de gingembre que j'ai déjà préalablement préparé, mixé les 2 ingrédients ensemble. Donc là l'huile dans la marmite elle commence bien à frémir, c'est bon signe. Donc, dans l'huile chaude, je rajoute mes oignons émincés. Bon, j'en mets pas trop non plus, hein. J'ai mis 2 gros oignons, mais à vue d'œil, on voit si on doit rajouter beaucoup d'oignons ou pas, mais je pense que c'est suffisant. J'en mettrai pas tout, je réserve. Donc on fait bien suer l'oignon. Nos oignons, ils ont bien donné de la belle couleur et bien sué. Donc nous rajoutons notre ail avec du gingembre. On incorpore. Fait revenir un peu. Bon, après, chacun, ils font comme ils veulent. Hein. Moi, je préfère rajouter la morue maintenant, ou certains qui peuvent rajouter tout de suite la tomate pour faire leur sauce et rajouter la morue après. Moi, je rajoute maintenant ma morue que je fais revenir avec l'oignon, l'ail et le gingembre. Comme ceci. Pourquoi je le fais avant? Parce que en fonction de la quantité de tomates qu'il me faudra, je le verrai à vue d'œil. Il ne faut pas qu'il y ait trop de tomates non plus. En fonction de la quantité de la morue. Voilà, je pense que c'est largement suffisant. Maintenant, je vais baisser mon feu et que je laisse tout cette petite sauce bien se mélanger et cuire avec la morue pendant 10 à 15 minutes. Et on se retrouve tout à l'heure. Alors, mon rogaille de morue est en train de bien mijoter depuis tout à l'heure. Vous pouvez le constater. Donc avant la fin de cuisson, voilà, dans 5 minutes c'est prêt, nous allons rajouter nos piments. Sinon ce n'est pas un rougail de morue. Hein. Donc vous prenez des gros piments à char. Vous allez couper en lamelles dans le sens de la longueur comme ceci. Bon, j'ai choisi le rouge et le vert pour avoir de la couleur. Après, chacun, selon ses goûts pimentés, vous rajoutez la quantité que vous souhaitez. Voici. Je dispose bien. Donc, dans 5 minutes à peine, tout est prêt. Le petit goût de piment va bien assaisonner et bien relever ce petit rougail là. Nous allons laisser mijoter 5 minutes et le tour est joué. Voilà ma rougaille de morue qui est finie. Je vous l'ai dressée dans l'assiette, accompagnée avec du riz blanc,
un peu de lentilles et un petit rougail de margoze. Et puis bon appétit chez vous. Merci, au revoir. Voilà, donc merci à Michel pour ce petit reportage. Donc voilà, on va essayer de faire à la maison, hein, Anna. Je suis pas trop fan de morue, mais je vais. Tu me feras goûter. Voilà, je vais essayer de le faire pour te faire goûter. Alors, mais dis-nous, Anna, est-ce que justement ça se conserve bien la morue? Alors la morue, quand elle est fraîche, elle peut se conserver 48 heures au réfrigérateur et puis jusqu'à 6 mois au congélateur. Par contre, la morue fumée se conserve, elle, 3 à 4 jours au réfrigérateur et jusqu'à 6 mois aussi au congélateur. Et pour la morue séchée et salée, alors c'est 3-4 jours aussi au frigo cette fois et puis toujours pareil quand elle a été dessalée. Sinon, on peut la conserver aussi à la manière traditionnelle portugaise. Tout simplement, on enroule la morue dans un morceau de tissu, on le met dans un endroit bien sec et sombre, et là on peut le garder comme ça pendant plusieurs mois. Mais bon, l'inconvénient c'est l'odeur après qui va s'échapper, donc tout le monde saura que vous aimez la morue. Oh là là. Alors, est-ce qu'elle est justement, elle est bonne côté santé, la morue? Est-ce que c'est bon pour le corps en fait? Est-ce que c'est bon de le consommer? Alors la morue, c'est un poisson qui contient en fait peu de matière grasse, donc considéré comme un poisson maigre. Alors de façon générale, quand on consomme régulièrement du poisson, ça peut évidemment, oui, justement, procurer des bénéfices pour la santé, pour te répondre, puisqu'il apporte à l'organisme les acides gras oméga 3. Voilà ce qu'apporte la morue. Et puis c'est une excellente source de sélénium aussi, la morue. Et puis voilà un peu ce qui nous... Je vais te citer quelques vitamines donc, que peut procurer la morue. Ça t'incitera peut-être à en manger. Alors il y a la vitamine B12, la vitamine B3, la vitamine B6, vitamine D, du phosphore. Et puis la morue c'est aussi une source de magnésium. Il faut quand même préciser que le magnésium participe au développement osseux. Donc voilà, mangez de la morue et vous aurez des os solides. Voilà, donc vous avez bien compris, moi aussi je l'ai compris, on va tous manger de la morue, comme ça on sera, on aura des os durs et puis on va être fort. Et puis, voilà quoi, on va surtout le faire manger à nos enfants. Mais quand même, une bonne santé. Une chose à dire, à préciser par rapport à la morue, c'est quand même un poisson qui est très salé. Alors même quand il est dessalé, il reste quand même très salé. Alors il faut le consommer avec d'autres aliments qui contiennent aussi beaucoup de sel, comme par exemple le fromage. Voilà. D'accord, pour équilibrer le repas. Merci Anna, et puis écoute, tu restes avec nous. Je reste là. Voilà, pour la rubrique On s'occupe de vous. Alors Anna, tu es restée avec nous, on parle sida aujourd'hui avec toi, notamment de tout ce qui se fait en matière de dépistage et de prévention sur le territoire. Alors on va parler sida, mais peut-être... détailler ce que veut dire le sigle SIDA. Alors, SIDA pour syndrome d'immunodéficience acquise. Et en fait, quand on parle de SIDA, c'est le dernier stade de l'infection à VIH. Là, pareil, on va développer VIH, c'est virus de l'immunodéficience humaine. Voilà un peu pour tous ces sigles. Et puis donc, un peu d'histoire, depuis l'identification du virus, le sida il a fait plus de 20 millions de victimes et chaque année, on dénombre près de 3 millions de nouvelles contaminations. Alors en chiffres, dans le monde, en 2011, on remonte un peu en arrière, il y avait 34 millions de personnes qui vivaient avec le VIH. Et ça occasionne quand même 1,7 million de décès chaque année, qui sont dus au sida. Et chez nous, je veux dire en Calédonie, pour parler du sida, c'était quoi en fait le premier cas? Alors Élise, ici, le premier cas, il a été enregistré donc en 1986. Là, on parle du premier cas d'infection à VIH. Donc, il a été enregistré en 1986. Et actuellement, il y a 200 personnes qui vivent avec ce VIH et puis qui sont régulièrement suivies. Alors, il y a des personnes qui ont été dépistées hors du territoire, en France ou ailleurs.
mais il y a quand même la moitié qui sont des cas bien locaux. D'accord. Et même, je veux dire, si le territoire semble relativement épargné, il faut on va dire, rester vigilant par rapport à ça. Oui, il faut rester vigilant parce qu'en plus, on parle du sida aujourd'hui, mais il y a aussi les autres maladies sexuellement transmissibles qui sont quand même très, très, très élevées ici sur le territoire. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent justement de ces maladies transmissibles. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler, on va dire, quelques noms de ces maladies, on va dire, fréquents ici en Nouvelle-Calédonie? Bon, je vais d'abord citer les maladies en général, mais maintenant, on ne dit plus maladie, on dit infection. Voilà, infection. Oui. Alors, les principales, celles qui sont les plus courantes, c'est l'hépatite B, la syphilis, la bénorragie. Il y a les mycoses vaginales, l'herpès. Et puis, voilà, ce sont des maladies, des infections qui ont des signes, qui sont discrets, des signes discrets, surtout chez la femme. Et alors, pourquoi ces infections? Comment on les attrape? Eh bien, c'est lorsqu'on a des rapports sexuels non protégés, avec des personnes qui ont des facteurs de risque. Et puis, quand on a beaucoup de partenaires, par exemple, sans se protéger, ou alors quand on se protège, mais qu'il y a une rupture, par exemple, du préservatif. Voilà un peu pour les causes, ce qui cause ces infections. Alors, tu disais tout à l'heure que c'était un peu secret, mais est-ce qu'il y a des signes, justement, qui montrent parfois qu'on a ces maladies-là? Oui, c'est discret, comme je disais tout à l'heure, mais voilà, il y a heureusement des signes qui peuvent alerter. Alors, ça peut être des douleurs lors des rapports sexuels, ça peut être des pertes vaginales ou même des saignements en dehors des règles pour les femmes. Ça peut être des brûlures urinaires lorsqu'on va, on va faire pipi, ça brûle. Alors, il y a aussi chez l'homme, cette fois, un écoulement donc urétral. Mais en tout cas, au moindre doute, il ne faut pas hésiter à consulter. Et puis parce que c'est des maladies, c'est pas honteux, c'est pas des maladies honteuses, donc il ne faut pas avoir honte, il faut aller voir le médecin. Parce que en fait, ces infections peuvent être traitées avec efficacité en plus, donc voilà. Mais voilà, il faut y aller très vite, il ne faut pas laisser traîner, il ne faut pas laisser traîner les choses. Plus on y va, plus on a des chances de vite guérir. Alors tout à l'heure, tu as énuméré des maladies en général, mais je vais te reposer la question, quelles sont justement les IST les plus courantes en Nouvelle-Calédonie, au pays? Alors ici, il y a les chlamydiés, il y a la gonorrhée, l'herpès génital, la syphilis, l'hépatite B et le VIH, bien sûr. Alors, il y a quand même 6 fois plus de personnes en Nouvelle-Calédonie qui sont porteuses des chlamydiés qu'en France. Et puis, il y a 9% de la population en général, de 18 à 49 ans, qui sont porteurs de cette IST-là, les chlamydiés. Voilà, heureusement, il y a des moyens de se protéger, il y a le préservatif. Voilà, il y a le préservatif masculin, mais ça existe aussi le préservatif féminin, moins courant, moins utilisé, moins connu, mais qui existe. Donc voilà, il faut le savoir. Et puis ça permet d'éviter les IST, celles qu'on vient de citer. Ça permet de se protéger du VIH pour ne pas avoir le sida. Ça aussi, ça évite une grossesse non désirée. Et puis voilà, surtout, ça permet d'être bien dans sa peau, dans sa relation avec son partenaire. Ça, c'est important. Ah oui, c'est important ça. Et donc aujourd'hui, tu vas nous emmener où pour... Alors, on va parler de l'association Solidarité Sida. Donc, on va voir comment ça se passe pour les dépistages, pour la prévention. Et c'est un reportage de Jamie Waimo. Je te propose de regarder tout de suite. Ce matin encore, elle me disait, mais moi, vous savez, dans ma famille, c'est tabou de parler sexualité. Je lui ai dit, mais c'est tabou pour tout le monde. Je vais vous préparer la prise de sang. Donc, je vais nettoyer la surface de la peau. Vous avez déjà fait des prises de sang? Oui. D'accord. Bon, c'est quelque chose de simple. Donc, je nettoie la peau pour que ce soit propre. Là, je prépare une petite compresse pour le prélèvement. Donc, je mets le garrot. Comme ça, le sang va être capturé, que je puisse faire mon petit prélèvement. Donc, le prélèvement que je fais maintenant, ça va permettre, comme on en a parlé tout à l'heure, de faire le dépistage du sida. Donc on va faire la lecture dans le sang de l'infection par le VIH. Alors, si vous êtes prête, voilà, notez-vous bien comme ça. Je vais donc ici, hop, respirez bien, c'est parti. Voilà, super, vous ne bougez plus. Ça va, vous n'avez pas eu mal? Non, ça va passer sur 2 paillasses différentes.
puisqu'on va chercher en fait le VIH-Sida et on va chercher aussi le test de la syphilis. Voilà. Et le troisième tube, qui est un tube en fait de sérotex, c'est-à-dire si à un moment donné on trouvait quelque chose dans la prise de sang, ce tube-là me permet de faire une vérification. Voilà, donc je peux vous débrancher. C'est terminé. Mon rôle, c'est d'écouter la problématique, d'évaluer le risque par rapport au virus du sida et aux infections sexuelles, de voir comment se vit la sexualité en fait, au quotidien de cette personne qui est seule ou qui est en couple, peu importe, et ensuite de décider ensemble si on va faire un dépistage que pour le virus du sida, ou ça peut être aussi dépistage de la syphilis, le dépistage de l'hépatite B. Et puis je questionne aussi la personne sur les éventuels signes que la personne peut avoir qui pourraient évoquer une infection sexuelle. Ces infections-là, en fait, qu'on fait dans le cadre des dépistages, sida, ça peut mettre 20 ans à être silencieux. La syphilis, 40 ans. L'hépatite B, 30 ans. Donc ça veut dire qu'en fait, ces maladies-là, elles sont silencieuses dans le corps. Et si à un moment donné, on n'a pas pensé à faire un dépistage, on peut être porteur de cette maladie-là. Une fois que j'ai fait mon évaluation et qu'on a décidé de faire le dépistage, donc la prise de sang, je les emmène donc dans cet endroit-là où je fais la prise de sang et je prélève les tubes qui vont ensuite partir au laboratoire. Et cette pratique-là permet une écoute et une évaluation spécialisée des prises de risques sexuels. Et ça permet aussi de parler de la sexualité, du vécu de la sexualité et des risques pris dans le domaine de la sexualité. Donc ce système d'anonymat permet de mettre une étiquette avec un numéro d'anonymat sur le carton de rendez-vous, sur les tubes de prélèvement et sur le guide d'entretien qu'on utilise au quotidien pour les dépistages. Donc ça permet en fait une totale liberté pour la personne qui sait qu'en fait son prélèvement, elle ne va pas s'en occuper la personne et que je vais lui ramener son résultat 48 heures à une semaine après lors d'un rendez-vous décidé ensemble pour pouvoir expliquer les résultats de ce dépistage. Chaque semaine, nous traitons des projets, des missions et de tout ce que fait Solidarité Sida. On traite ça avec la directrice, donc Karine, et Virginie, l'éducatrice en santé, en sexualité. Et en fait, chaque semaine, on fait le point sur l'état d'avancement des projets. Et nous travaillons, bien entendu, en étroite collaboration avec le gouvernement et les provinces, puisqu'en fait, il existe pour la Nouvelle-Calédonie un programme que l'on qualifie de PMT, plan à moyen terme. Et en fait, chacun d'entre nous a donc un certain nombre de missions qui lui est confiées ou des projets que nous avons proposés et qui ont été validés pour la Nouvelle-Calédonie, en fait, qui s'adressent à toute la population de Nouvelle-Calédonie. Solidarité Sida, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. J'ai un petit souci parce que mon copain il veut pas mettre de capote et on m'a dit qu'il existait le préservatif féminin, mais je me demandais comment ça fonctionne, quoi. Alors le préservatif féminin, vous n'en trouverez pas partout. Il faut savoir que vous aurez des difficultés à en trouver dans les pharmacies. Par contre, nous, dans les associations, dans certains dispensaires, vous pourrez en trouver. Parce que lui, il dit qu'on se connaît, qu'on est proche. En fait, on a proposé aux jeunes d'ouvrir un espace de parole pour parler de sexualité. On sait que les jeunes, ils vont surfer sur Internet, ils vont surfer sur des sites porno, parce que quand on est jeune, on a cette espèce de poussée hormonale, donc on a envie absolument de pratiquer, de savoir comment on fait l'amour et comment on fait bien l'amour. Et souvent, on n'a pas d'espace pour en parler, on n'en parle pas aux parents, les amis ne sont pas trop au courant, donc on va aller, grâce aux moyens technologiques actuels, on va aller surfer sur des sites porno. Sur les sites porno, qu'est-ce qu'on voit ? De la violence. On voit souvent la femme n'est pas respectée et souvent les rapports ne seront pas protégés non plus. Et c'est quand les horaires alors pour faire le dépistage comme vous dites là? Alors pour les tests de dépistage, c'est le lundi et le jeudi entre 16h30 et 18h30. L'association elle date depuis 1996, donc ça fait déjà 19 ans qu'on est sur le territoire.
Et donc l'idée, dans un premier temps, c'était plutôt une association qui aidait, qui soutenait les personnes, mais à cette époque-là, la vie, quand on était séropositif, c'était encore pas facile, donc on était plutôt dans du soutien moral et de l'accompagnement, voire des personnes en situation de fin de vie. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, puisque les personnes vivant avec le VIH ont des traitements qui leur permettent une vie quasiment comme tout le monde. Et donc on est plus dans un soutien, une écoute, un accompagnement. Ça veut dire qu'à un moment donné, une personne, elle peut venir nous voir si elle a un problème psychique, par exemple, où elle se sent seule, où elle se sent en difficulté par rapport à sa famille. Parce que souvent, être séropositif, c'est pas... Voilà, on en parle, mais en même temps, c'est pas si facile de l'être, puisque la société est encore assez jugeante et rejetante des personnes vivant avec le VIH. Et des fois, c'est pas facile de parler de cette maladie à son entourage, parce qu'on a peur d'être rejeté, on a peur d'être discriminé. Et donc, nous, on a un peu un relais comme ça, où les personnes peuvent venir se confier en toute confidentialité sur leurs problématiques. Si ce virus ne suffisait pas, changeons de regard sur ce yourself qui n'a pas eu de chance. Un nouveau départ, un sourire, un petit peu plus d'humanité. Changeons de regard pour la vie aussi. L'association utilise les médias, les différents médias, ça peut être le théâtre, les livres, les clips, la musique, enfin, l'artistique, puisqu'on s'est rendu compte que pour passer un message, des fois, il fallait toucher l'émotionnel. Et quand on touche cet émotionnel, les gens, d'un seul coup, ils se sont touchés à l'intérieur d'eux et c'est un bon moyen pour passer un message, de toucher l'émotionnel des gens pour qu'ils aient envie de savoir, envie de comprendre et aussi d'apprendre qu'on est tous différents et que cette différence, finalement, elle nous permet de vivre ensemble, quoi. Je mets les mêmes étiquettes sur les tubes de prélèvement, qui me permet de garder en fait l'anonymat et de savoir que c'est bien la personne que j'ai prélevée avec le même numéro. Donc il y a ici également au niveau du tube. Je vous remets votre carte de rendez-vous sur lequel en fait il y a donc mon nom, votre numéro d'anonymat, la date et l'heure de notre rendez-vous. Comme ça, quand vous revenez l'année prochaine, vous me remettez la carte et je trouve le bon numéro pour vous annoncer le bon résultat. Parce que le sida n'est plus une fatalité, je me suis fait dépister. On fait le constat qu'en fait il y a 15 à 20 cas nouveaux de virus du sida, de personnes atteintes par le virus du sida par an. Comme il n'y a pas assez de dépistage en général, il y a encore des personnes séropositives, porteuses du virus du sida, qui se trimballent sur le territoire et qui peut-être ont des rapports sexuels non protégés et qui mettent en danger d'autres personnes. Il y a plein de circonstances où on peut être contaminé par le virus du sida, mais qu'on n'a pas une vraie visibilité de l'épidémie en Nouvelle-Calédonie parce que encore de nombreuses personnes ne se sont pas fait dépister. Voilà, on peut voir, Anna, qu'à travers ce reportage de Jamie Waimo, que des moyens, justement, sont mis en place en termes de dépistage et de prévention. On voit qu'il y a des choses qui... Oui, qui tout à fait, ça bouge. Il y a beaucoup de choses qui se font sur le territoire. Et par exemple, en province Nord, en termes de prévention, il y a un programme d'éducation à la santé où l'éducation, la santé sexuelle est abordée, justement. Et ça se passe en classe de CM2, et de 3e aussi, et de terminale. Alors en 3e, le support qui est utilisé, donc c'est le théâtre forum. Voilà, ça passe très bien auprès des jeunes. Et puis c'est en partenariat avec une troupe de comédiens justement. Et en 2013, il y a eu 804 enfants qui ont pu bénéficier de cette intervention. Donc 54 dans le primaire, 54 interventions dans le primaire. Alors qui intervient, ce sont les éducateurs sanitaires et puis avec les sages-femmes aussi. Pour les 3e et terminales normalement. Et puis ça fait en gros 1172 élèves de 3e et 500 de terminales qui ont pu bénéficier donc, de cette action de prévention. Et puis ça fait partout sur tout le territoire, il n'y a pas qu'en province Nord, puisque l'agence sanitaire et sociale elle finance l'achat de préservatifs pour un réseau de distribution gratuite auprès des associations. Donc, ils distribuent ça dans les sex shops, dans les lieux publics, dans les hôpitaux, les dispensaires, les NACAMAL, même dans les écoles. Et puis, partout, quand il y a des manifestations, il y a des préservatifs qui sont mis comme ça gratuitement à disposition. Donc, les 3 provinces ont acheté
les préservatifs pour les distribuer partout. Alors, des adresses utiles justement à transmettre Oui, il y a quelques adresses. Alors, l'association Solidarité Sida, donc il fait des dépistages, du soutien social, du soutien juridique aussi, psychologique, alors aux personnes qui sont atteintes justement par le VIH. Elle se trouve à la rue Taragna, donc à Vallée-des-Colons, près du lycée d'Ocamo. Et vous pouvez les contacter au 24 15 17. Il y a aussi le CPSS, donc qui fait la promotion de la santé sexuelle. Ils ont une adresse mail, clcs@clcs.nc. Et puis il y a aussi l'association Homosphère que vous pouvez contacter au 27 60 66. Alors, pour ceux qui voudraient faire un dépistage anonyme et gratuit, qui ne savent pas où le faire, eh bien, vous pouvez le faire si vous êtes à Nouméa, à Espace CMP, c'est en ville, rue Gallieni, en face de la police municipale. Vous pouvez les contacter au 27 27 73. Et puis, enfin, il y a l'association Solidarité Sida, encore, l'espace Écoute Jeune, qui est cette fois au 14 rue du Frédéric-sur-Lot, téléphone 28 62 06, c'est au centre-ville. Et puis partout sur le territoire, les dispensaires, voilà, vous pouvez y aller, contacter les médecins, les sages-femmes, les infirmières, vous renseigner. N'hésitez pas, voilà, ils vont vous orienter puis ils vont vous conseiller. Voilà, donc n'ayez pas peur, n'hésitez pas à vous renseigner, c'est important. Donc merci Anna, et puis on te retrouve demain pour l'agenda, et puis encore ta chronique. Avec plaisir, à demain. Voilà, donc c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Au revoir à tous.